vraiment un truc qui m'a vraiment interpellé cette fois-ci, c'est pourquoi on n'a pas réussi à faire partir tout le monde ensemble en manif alors qu'on parlait tous des mêmes... Enfin, on avait tous les mêmes objectifs en fait. Il y a vraiment un truc que j'ai pas compris, c'est, enfin, même au niveau national, comment on a fait pour ne pas réussir à se mettre d'accord. Et autre question qui me vient en même temps, c'est quoi les stratégies qui font qu'on lance une grève une semaine avant sans que rien soit organisé dans aucun secteur et qu'au final on se retrouve à 3000 dans les rues de Toulouse et que c'est complètement ridicule et qu'on aurait mieux fait de pas la faire cette manif. Enfin, je lance une question ouverte en fait. Plus qu'on fait pas de temps pour rappelle-moi le début, la première question. C'était revenir sur ce que tu disais, sur pourquoi les secteurs font grève ou partent en manif de manière isolée en fait, tout simplement. Là-dessus, même, je me pose moi-même cette question. S'il m'a fallu autant de temps pour me syndiquer, ça a été aussi une question que je me pose et je me la pose aussi aujourd'hui encore. Ne serait-ce qu'au sein de ma fédération solidaire, quand on voit qu'il est compliqué d'amener toutes les fédés de tous les secteurs de solidaire à se mettre massivement en grève le même jour, c'est encore plus compliqué quand il y a d'autres secteurs qui sont assez autonomes et qui ont une tendance à combattre de certaines façons. Après, il y a certains secteurs qui préfèrent négocier de leur côté parce qu'il y a des avantages aussi à négocier de son côté. Là-dessus, je ne sais pas. Et pour répondre à ta deuxième question, qu'est-ce que c'est cette stratégie ? C'est une non-stratégie. Ça n'en est pas une stratégie. Et c'est là qu'il faut être capable de mettre la pression sur les directions syndicales pour qu'elles aillent sur la même table, s'entendent sur un même programme de lutte, mais qu'on arrête ces journées sauts-moutons, qu'on arrête les pseudo-négociations avec le patronat ou les petits rendez-vous discrets le soir après la fermeture de l'Élysée. L'auto-organisation permettrait de dépasser ces non-stratégies à partir du moment où c'est la base, la masse, à mon sens, qui pousse. Je ne sais pas si je suis très clair. Moi, je vais essayer de compléter un peu parce que je pense que que la question que tu poses, David, c'est un peu la question que tout le monde se pose là récemment. Et face à l'ampleur des appels de Macron qui en fait attaquent tous les secteurs en même temps, les étudiants, les travailleurs, etc. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment ça se fait qu'il y ait autant de... comment on arrive à ne pas se donner un plan de bataille un peu collectif, quoi. Et à la fois, moi j'ai l'impression que c'est pas non plus un hasard, quoi, et qu'en fait quand on regarde un petit peu c'est quoi l'attitude en fait des directions syndicales ou même du Mélenchon, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment ça se fait que les intersyndicales qui s'organisent, les réunions en fait, qui s'organisent entre les différentes organisations n'arrivent pas à se doter d'un plan de bataille en commun, et qu'effectivement que ce soit les différents secteurs qui partent en même temps, où on a des dates dans le privé, des dates dans le public, les deux séparés à un mois d'intervalle, ou différents secteurs qui se lancent dans des grèves plus sectorielles, quoi. Et à mon avis... non, enfin moi je partage un peu les éléments que tu donnes, Séverin, de dire voilà, moi je pense qu'il y a besoin d'interpeller un peu tous ces acteurs-là et de dire pourquoi on se met pas tous ensemble autour d'une table pour se donner d'un plan de bataille en commun, parce qu'à mon avis c'est la seule manière qu'on aurait de gagner. C'était un peu, il y a plusieurs interventions qui sont revenues sur la nécessité de converger encore plus à mon avis en ce moment face à l'ampleur des attaques, quoi. Mais à mon avis c'est pas non plus anodin. Moi je sais par exemple Mélenchon qui est en capacité de capter toute une forme de radicalité au moment des présidentielles, et qui en fait aujourd'hui se contente d'appeler à des dates pour renforcer son appareil politique et son intervention parlementaire. Moi je suis en désaccord avec cette stratégie-là. Je pense pas que ce soit ça qui nous permette de gagner une vingtaine de députés à l'Assemblée nationale, quoi. Et je pense que, je veux pas intervenir trop longtemps, mais je suis d'accord que c'est la question centrale à mon avis du moment, et qu'il y a besoin de s'organiser à mon avis dans nos facs, dans nos lieux de travail, de converger ensemble et de se doter un peu de liens un peu solides pour être en capacité de taper tous sur le même clou au même moment, quoi, et pas de se diviser. Ouais, si je peux dire, moi il y a deux choses qui me frappent quand il y a la question, mais aussi ce que tu disais, c'est d'abord je crois qu'il y a un truc important, c'est que la CFDT a fait un choix, le choix de la négociation à tout prix. Ça, il y a eu des évolutions historiques à la CFDT déjà depuis un certain nombre d'années, et là donc à cette question il y a beaucoup de réponses différentes qui sont à plein de niveaux différents, mais là il y a déjà
y a une forme de, voilà, de constante hein, voilà, qui ne va pas changer tout de suite, parce que là, il y a une direction nationale qui a cette stratégie-là. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me frappe, sur tout le discours autour de l'auto-organisation, comité de grève, etc., c'est hyper rigolo, parce que bon, ça, c'est vraiment les solutions d'Arme 45. Et c'est pas un hasard, parce qu'il y a une chose, ça ne veut pas dire que... Enfin, moi non plus, je n'ai pas un discours antisyndicaliste, c'est pas une question d'avoir un discours antisyndicaliste, mais quelque chose qui me semble intéressant et qui m'est revenu en t'écoutant, enfin en vous écoutant, c'est que, et en écoutant les questions, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que la légalisation déjà des syndicats dans les années 1880, puis en 1945, l'institutionnalisation du dialogue social, la représentativité des syndicats, etc., oui, d'une certaine façon, c'est des victoires du mouvement social. Mais c'est aussi beaucoup et au moins autant des stratégies de domestication du pouvoir, pour créer voilà, des instances avec lesquelles on peut parler. Et quand vous parlez de salons feutrés, c'est pas seulement anecdotique et c'est pas seulement lié à des stratégies, enfin voilà, à ce qui arrive aux gens quand ils obtiennent des positions de pouvoir, etc. C'est aussi le résultat d'une stratégie qui a été partagée et qui est réelle. Et donc là, il y a quelque part aussi le mouvement ouvrier s'est retrouvé coincé, s'est retrouvé historiquement piégé par ces dynamiques d'institutionnalisation et de reconnaissance. Et d'une certaine façon, entre guillemets, c'est incroyable, mais ça donne beaucoup à réfléchir, que la solidarité ouvrière soit beaucoup plus forte au milieu du 19e siècle, à l'époque où même la grève est illégale, enfin, où rien de tout ça n'est légal, quoi. Et quand je parle, enfin, vraiment les policiers viennent et tuent des gens, quoi, pendant les grèves, pendant les manifestations, et beaucoup de gens, ou quand on est en crève de faim, il n'y a aucune reconnaissance de tout ça. Et donc c'est extrêmement frappant de voir à quel point tout ce qu'on considère comme étant aussi des victoires sociales ont en fait beaucoup domestiqué énormément de choses et arrive, enfin pour un historien, est quelque chose d'un peu fou de se dire que le comité de grève n'a pas de légitimité à s'exprimer. C'est complètement incroyable. Et en fait, ce que vous racontiez, c'est fou. Enfin, on a donné un texte en TD en deuxième année cette année, justement sur des femmes grévistes des galeries Lafayette, entre autres, et d'autres grands magasins qui racontent la même chose. C'est-à-dire comment elles fondent un comité de grève, elles ne savent pas comment faire. Elles expliquent comment s'y prendre, etc. Et donc, là, il y a quelqu'un qui parlait de mémoire des luttes, etc. Je pense que c'est un enjeu quand même très fort. Et c'est aussi peut-être là qu'il y a des convergences qui peuvent être intéressantes. En tout cas, moi, ça me frappe et je pense que là, c'est un enjeu très fort qui se pose devant vous, quoi. Enfin, pour vous. Moi, je ne sais pas, je suis pas intervenir. Ah oui. Moi, je ne sais pas. Vous pouvez bien, comme ça, tout le monde vous entend. On a une opposition différente. C'est-à-dire que vous allez voir que quand on n'est pas des mêmes syndicats, on n'a pas. Ça devient compliqué. Donc, voilà, moi, les comités de grève, pour en avoir fonctionné quelques-uns, on en a eu par le passé, alors quand je l'ai passé sur l'entreprise avec le mur, on a eu quelques grèves, c'était pas une entreprise où on faisait grève beaucoup. Ouais. De temps en temps, on a eu fait, il y a eu des comités de grève, c'était toujours le bordel, enfin, pour moi. Donc on ne s'attendait pas, c'est la pagaille, c'est la difficulté de s'organiser. J'ai eu assisté pendant qu'on était en conflit, il y avait des copains de chez Frisquet aussi qui étaient en conflit. Donc on avait fait des interventions chez eux, ils avaient un comité de grève. Donc c'était pour moi un foutoir. On votait pour savoir si on allait voter sur quelque chose. C'était un truc phénoménal. On ne savait plus qui était là. Ceux qui votaient ou ceux qui prenaient les décisions, ce sont ceux qui ne sont pas entendus ou qui ne sont pas ceux qui vont signer. Même ils n'allaient pas aux réunions. Donc à un moment donné, ce sont des représentants du personnel. C'était, alors c'est peut-être pas comme ça qu'il faut l'organiser, je ne sais pas, parce que nous on ne l'a pas fait. Donc nous on avait choisi autre chose. Plutôt que le comité de grève, on avait choisi au départ, qu'on n'a pas pu tenir après, parce que ça s'est transformé en intersyndical. Je suis contre les intersyndicales. Mais on était dans l'unité syndicale. Donc toutes les organisations syndicales exprimaient leur point de vue, avec les propositions qu'ils avaient à faire, chacun, comme ça. Et c'est les salariés qui choisissaient et qui votaient sur la proposition qui leur paraissait, chacun pouvait discuter, qui leur paraissait la plus appropriée. Voilà. Là-dessus, on a eu la chance, nous, qui nous donne raison souvent, même ceux qui étaient on connaissait qu'il y avait des affinités avec les autres organisations syndicales, on a toujours eu ce truc-là. Mais on est resté sur ce truc-là. Quand ça a été les salariés qui décident, parce que c'est ça qui est important, et je suis d'accord là-dessus, c'est quand ce sont les salariés qui décident
de l'action qu'ils ont envie de mener en fonction des propositions. Et ça, il faut le tenir. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un comité de grève. Il faut le tenir. Par contre, l'intersyndicale, quand on est passé à l'intersyndicale, parce que là, on s'est fait un petit peu avoir, il y a des AG qui ne se passaient pas très bien, justement, avec les délégués ou des organisations qui donnaient des propositions où on ne savait pas. Il y a eu des AG qui ont été un petit peu chauds. Il y a le truc qui s'est fait de dire une intersyndicale et avec quelqu'un qui parle pour tout le monde. Mais là, c'est fini. Les salariés ne sont plus propriétaires. C'est les délégués qui décident déjà d'une action qu'on va proposer et on demande aux salariés de suivre sur ce qui a été décidé. Ça c'est cuit. Je pense d'ailleurs que ça a été une des raisons sur le fait qu'on n'ait pas pu aller plus loin dans le conflit. C'était moins motivant, les gens en ont eu plus marre. Tant que les salariés sont acteurs et décideurs des actions qu'ils ont à mener, ils ont envie de poursuivre en fonction de ce qu'on gagne et de ce qu'on perd. Mais dès qu'ils sont plus acteurs et plus décideurs, c'est plus compliqué, ça devient épuisant, c'est pas pareil. Alors ça c'est un peu. Mais je ne pense pas pour moi qu'il y ait besoin de faire des comités de grève. Il suffit de faire, à mon sens, de faire travailler la démocratie et d'écouter les salariés, ce qu'ils ont à dire et de faire avec eux. Bon, je suis attaché à la démocratie syndicale, la démocratie ouvrière, mais je fais passer d'abord la démocratie ouvrière d'abord. Et là, pour les représenter les salariés, c'est ça. Voilà, nous on le voyait plutôt comme ça. Et ensuite, sur d'autres questions, il faut pourquoi on ne peut pas se mettre d'accord tous ensemble. Alors déjà, je prends que la lutte des molettes. Pour se mettre encore en intersyndical, c'est une entreprise. Pour se mettre d'accord, c'est des heures et des heures de discussion. C'est phénoménal. C'est une énergie passée, du temps perdu. C'est le cas. Alors, j'arrive même pas à imaginer comment ça peut être au plan national, avec plusieurs fédérations, il y a les transports, il y a plusieurs syndicats, chacun est organisé différemment. Moi, je ne jette pas la pierre aux gens qui sont pour le Rocador, je ne le côtoie pas, mais c'est bon. Je pense que ça ne doit pas être très très facile. Mais après, il y a une question, il y a ça, je ne sais pas, il y a ici une jeune fille là qui, je ne sais pas qui c'est, qui disait, ouais, mais tout le monde a envie qu'on fasse tout tous ensemble. Dans l'entreprise, tu dois entendre ça, tous les salariés, pourquoi on n'y va pas tous ensemble? Mais tout le monde attend que l'autre fasse le premier pas. Parce que là, il y a un truc qui est très simple, dès qu'il y a ne serait-ce qu'une organisation syndicale qui appelle à quelque chose, quelle que soit l'organisation syndicale, même si on n'est pas de ce truc-là, si ça nous paraît valable, le truc c'est d'y aller. Et pas attendre qu'on est beaucoup très clocher, un peu, l'esprit de clocher un peu par rapport à l'organisation. C'est pas mon organisation qui appelle, j'y vais pas, même si le truc est valable. Il y a ce truc-là. Il y a quand même, je pense, une part de responsabilité individuelle à faire un premier pas, ne pas attendre que les autres fassent pour nous. C'est tout aussi. Si ça s'était fait, il y aurait davantage de monde dans la rue. Me semble-t-il. Il y a autre chose que je voulais dire, je l'ai évoqué, parce qu'on vient de préparer. Je ne m'en rappelle plus, ça ne devrait pas être très important. Pour rebondir sur ce que tu disais, on a tous envie d'y aller, mais pourquoi est-ce que c'est pas nous qui y allons? On attend que l'autre fasse le premier pas. Il y a un reportage sur les grèves de 95, le plan Juppé, où il a attaqué la sécurité sociale et a voulu en même temps, fort comme il était, attaquer aussi les cheminots. Et il y a tout un reportage sur la grève des cheminots qui a duré une trentaine de jours et qui a réussi à faire plier le gouvernement et à mettre 2 millions de personnes dans les rues, ce qui était extrêmement impressionnant. Et bien en 95, ils posaient exactement la même question. Ils se demandaient pourquoi est-ce que c'est à nous les cheminots d'y aller en premier, quand est-ce que les autres vont nous suivre. Et déjà à cette époque-là, ils parlaient de l'Europe. Et bien cette expérience a 22 ans, et encore c'est la même question qu'on se pose. Si on pouvait donner une recette de cuisine qui répond tout de suite, ça serait vraiment facile. Juste une question, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de convergence des luttes entre le féminisme enfin, lutte contre le patriarcat et contre le capitalisme, mais du coup vous avez l'air de dire que historiquement les femmes ont toujours été exclues de cette lutte. Enfin, à quel moment s'est faite la bascule et pourquoi les femmes ont été exclues du coup aussi longtemps de la lutte avec les ouvriers? C'est une grosse question historique de comprendre ça. Ce serait difficile
Ce qui est clair, quand on regarde un peu l'histoire du mouvement ouvrier, c'est qu'il y a les origines du mouvement ouvrier et du mouvement socialiste en France, donc là je montre très très loin en arrière, donc dans les années 1830-1840, sont très féministes. Vous avez des penseuses femmes, vous avez des premiers auteurs, ce qu'on appelle les socialistes utopiques, etc., qui sont extrêmement féministes, qui sont en faveur du droit de vote des femmes, de la libération sexuelle, aussi d'ailleurs, c'est un peu foufou. Si ça vous intéresse, j'ai quelques articles vraiment intéressants sur tout ça. C'est clair que la domination intellectuelle du marxisme, mais aussi par exemple du proudhonisme sur le mouvement ouvrier français, ont eu un écho, un effet extrêmement fort. La misogynie légendaire de Proudhon, voilà, Proudhon qui avait une emprise intellectuelle très très importante sur le mouvement ouvrier français, a eu un rôle important, mais en général, j'aurais du mal à vous donner une explication qui ne soit pas tautologique, c'est-à-dire que les hommes ouvriers tenaient le haut du pavé, tenaient l'aristocratie ouvrière et les meilleurs postes, les postes les plus qualifiés, et voilà, ils étaient eux-mêmes, partageaient des idées patriarcales, etc. Il y a eu énormément, il y a eu des tentatives très fortes, notamment des féministes, ce qu'on appelle de la première génération, donc des années 1860 et 1870, pour organiser une convergence des luttes. Il y a une féministe que j'aime particulièrement, qui s'appelle Bertine Auclair, qui fait un discours extrêmement fort au deuxième congrès ouvrier socialiste en France, à Marseille, dans les années 1870, qui explique les choses que les féministes d'aujourd'hui ne renieraient pas, c'est-à-dire aussi d'essayer de se battre pour l'autonomie de la question des inégalités de genre. Évidemment, elle ne dit pas en ce sens, mais c'est en ce sens, c'est en expliquant que la libération des femmes, c'est la libération des ouvriers. Ce que répondent les ouvriers, c'est on va d'abord travailler à la libération des ouvriers et ensuite on s'occupera des femmes. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement fort. Et alors là, il y a une énorme constante. Vous trouvez ça dans les années 60, dans les années 80, l'émergence du féminisme radical dans les années 70, qui émerge en fait historiquement quand on regarde. C'est la fin du mouvement des années 60 et des années 70. Naît vraiment cette frustration des femmes du fait qu'en fait la question des inégalités de genre, des violences sexuelles envers les femmes, etc., n'est jamais traitée en fait, et n'est jamais prise au sérieux. Et si vous prenez le mouvement altermondialiste encore, je ne sais pas si vous vous souvenez, sans doute les femmes ont organisé un contre-sommet altermondialiste alternatif au sommet des hommes, avec comme slogan qui lave les chaussettes de José Bové, quoi. Mais parce que, donc là, vous avez une multitude d'enquêtes, aussi bien historiques que sociologiques, etc., qui pointent toujours sur la même chose, du fait que les revendications des femmes ne sont pas prises au sérieux, les femmes elles-mêmes ne sont pas prises au sérieux, et là, il y a un choix anti-stratégique qui est absolument évident, qui est difficile à comprendre au vu des origines théoriques du socialisme français, qui est particulièrement féministe au moment de sa naissance. Mais c'est aussi, alors ça a été bien documenté dans le cas britannique, une manière de renforcer les revendications salariales des ouvriers, puisque le salaire de l'homme devait pouvoir couvrir l'ensemble des besoins de la famille. Donc il y allait aussi de l'intérêt des hommes pour contrôler aussi le budget domestique, que de rejeter les femmes dans des positions de non-travailleuses ou, parce qu'évidemment on avait en réalité besoin du salaire comme des femmes, mais comme un simple salaire d'appoint. Et c'était aussi une manière de fonder les revendications salariales des ouvriers qualifiés masculins, puisque les hommes et les femmes évidemment n'avaient pas les mêmes tâches, ont aujourd'hui encore souvent pas les mêmes postes. Voilà. Reléguer les femmes et reléguer les combats des femmes, ça a aussi un intérêt de ce point de vue-là, du point de vue des revendications salariales, mais pas dans la lutte contre le capitalisme. Voilà. On est déjà bien en retard, donc on va arrêter là. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus. Et on vous dit à bientôt en parlant justement du coup de féminisme. Certains ont peut-être dû le voir, mais la Repo Politique a lancé une lettre à la direction pour renommer l'amphithéâtre dans lequel nous sommes, l'amphithéâtre Gaudin, par le nom de Françoise Ruquier, si vous avez dû recevoir aussi en tant que professeur. Et donc on vous incite évidemment toutes et tous à la signer. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.